Alors, on va revenir à la loi qui a donc été votée cet après-midi même à l'Assemblée. Elle est, je vous le rappelle, une conséquence directe de l'affaire du Mediator. Le projet de loi renforçant le contrôle des médicaments a été présenté en urgence par le gouvernement. Et Xavier Bertrand, objectif, gagner en transparence sur la mise en vente de nos médicaments. Très simplement, une nouvelle agence au pouvoir renforcé devrait être créée. Rappelons que Jacques Servier, lui, vient d'être mis en examen pour homicide involontaire et tromperie aggravée. Élisa Coudray, Joël Lefebvre. 171 pour, 309 contre, 31. L'Assemblée a adopté. Quand la nation tire les leçons de l'affaire Mediator. Cet après-midi, les députés ont voté la réforme de la sécurité sanitaire. Un contrôle accru des médicaments, une conséquence directe d'un des plus grands scandales de santé publique de ces dernières années. Voilà moins d'un an, nous avons maintenant les bases d'un système rénové. Vraiment rénové, qui apporte davantage de garanties pour bien évidemment les patients, mais aussi pour les prescripteurs. Nous avons toujours dit que nous avions une responsabilité, qu'il y a un avant et un après Mediator. Ce que vous avez voté aujourd'hui nous en donne les moyens. Le Mediator, un antidiabétique longtemps prescrit comme un coupe-faim. Accusé aujourd'hui d'avoir provoqué de graves problèmes cardiaques chez certains patients, entre 500 et 2000 d'entre eux seraient décédés. Traumatisme national et séisme dans le monde tout-puissant de l'industrie pharmaceutique. Jacques Servier, un de ses plus grands patrons, vient d'ailleurs d'être mis en examen. Motif, homicide involontaire et tromperie aggravée. Monsieur Jacques Servier a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de payer une caution de 4 millions d'euros et de fournir des garanties à hauteur de 6 millions d'euros, cela avant le 15 décembre 2011. C'est maintenant à nous de nous expliquer et de nous défendre par rapport à ces faits pour lesquels, je le dis, je le répète, c'est une évidence mais elle a été oubliée, les personnes mises en examen sont présumées innocentes. Maintenant, la défense, l'instruction, dans un cadre judiciaire, commence réellement. En clair, la guerre est déclarée. Servier compte bien contre-attaquer. D'autant que l'industriel n'en est pas à son coup d'essai. Le député Gérard Bapt en sait quelque chose. En début d'année, il a dirigé la mission d'information sur le Mediator. À l'époque, Jacques Servier n'hésite pas à écrire directement au président de l'Assemblée nationale pour se plaindre du parlementaire. C'était une tentative d'intimidation, au moins d'obtenir du président de l'Assemblée qu'il intervienne pour que je me taise parce que j'étais président de la mission d'information. Je crois qu'elle révèle quand même le caractère particulier de la pensée de ce laboratoire qui est extrêmement homogène. Cette pensée selon laquelle il se pensait intouchable. C'est un laboratoire qui, lorsqu'on circule dans les allées des administrations ou des grandes commissions d'agences, a un statut particulier. On ne touche pas à Servier. On est très prudent avant d'accompagner un malade lorsque une procédure pourrait se déclencher contre Servier. J'en ai eu beaucoup d'exemples de ce type-là. Et il faudra sans doute beaucoup de temps pour changer le système. Dans l'administration, le grand nettoyage promis par le gouvernement n'a pas eu lieu. Très critiqué dans sa gestion du dossier Mediator, l'AFSAPS, l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, n'est pour l'instant pas poursuivie. Plusieurs de ses cadres, d'abord écartés, ont même récemment été promus. Inadmissible pour l'avocat des victimes. Nous assistons là à un mécanisme exactement similaire à celui que nous avons connu dans le passé, dans le dossier du sang contaminé, dans le dossier de l'hormone de croissance. Encore une fois, l'État n'assume pas sa responsabilité. Elle n'est certes pas exclusive, mais elle a sa part et une part déterminante dans les dommages causés aux victimes. Tant qu'on continuera à nier la responsabilité de l'État dans ces dossiers de santé publique, nous irons de scandale en scandale et de drame en drame. Mais au-delà des polémiques, l'instruction, elle, se poursuit. Le premier procès pénal dans l'affaire Mediator devrait s'ouvrir le 14 mai prochain. Un téléspectateur nous demande: que pensez-vous des lobbies pharmaceutiques qui ruent dans les brancards dès qu'on veut les écarter de l'Assemblée nationale? Et alors, on a quand même
députés qui ont voté aujourd'hui à une large majorité une loi. Est-ce que vous pensez qu'ils le font sous pression de l'opinion publique, qu'ils le font parce qu'ils se désengluent de liens qui étaient trop importants avec l'industrie? Comment vous percevez ce qui s'est joué aujourd'hui, Philippe Even? Pas bien du tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une loi, c'est un cadre général. On verra ce qui se passera après. Pour l'instant, je ne suis pas aussi optimiste. Le seul qui me rend optimiste, c'est lui. Il vous a bien expliqué tout à l'heure ce qu'il voulait faire. Et en particulier, l'appel à des experts indépendants, internes, et par conséquent de très bon niveau. Il y en a. Je vais en fournir une liste avec Xavier Bertrand de 300 ou 400 en France, qui sont des gens de très haute qualité, totalement indépendants de l'industrie, et parfaitement impliqués dans la prise en charge des malades, dans le traitement et le maniement des médicaments. Ces gens existent, et c'est eux qu'il faut mettre autour du directeur de l'APSAPS ou de l'Agence des médicaments demain, pour que enfin on puisse regarder avec un œil objectif et indépendant. On est loin du compte. Le poids des conflits d'intérêts est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Plus vous grattez, plus vous trouvez. Ce matin, le Conseil de l'Ordre des médecins a organisé une grande réunion sur les conflits d'intérêts. Et il a réuni autour d'Irène Frachon, Jeanne d'Arc, mais elle a été brûlée, 3 corrupteurs. Pour l'instant, excusez-moi, Irène Frachon, elle n'est pas brûlée. Elle a porté à son terme un combat qu'elle estimait juste et sur lequel la France entière lui donne raison. En attendant d'éventuels jugements, comme le rappelait l'avocat des laboratoires. Comprenez ce que je veux dire, que le Conseil de l'Ordre des médecins fasse une réunion où il n'y a qu'un corrupteur et des corrompus, plus Irène Frachon, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement à cause de ce qu'elle a et de ce qu'elle représente encore, c'est fantastique. Que le Conseil de l'Ordre... dire que ce matin, c'était Jeanne d'Arc chez les Anglais. C'est ça que je veux dire, qu'elle a été peut-être brûlée ce matin. Ça montre à quel point la profession médicale, dans une partie... Philippe Even, excusez-moi, je comprends très bien que vous critiquiez, que vous disiez qu'il fallait aller plus loin. Mais en même temps, ce qui se fait, se fait. Quand une société commence à prendre en charge un certain nombre de choses, au même temps, quand on analyse tous ces dossiers que nous voyons dans l'émission ce soir, on se rend compte que, comme on le fait maintenant de plus en plus souvent dans cette émission, on explique encore qu'on doit moins prescrire, plus intelligemment, que nous, patients, devons l'accepter, qu'on doit établir de nouvelles règles avec les médecins qui nous entourent et que le médicament n'est pas la solution à tout, mais qu'il a par ailleurs d'énormes qualités si on veut savoir l'utiliser intelligemment et à escient. Donc notre société évolue. Vous avez entièrement raison, Yves. Comme d'habitude, vous mettez dans le mille, vous résumez bien la situation, vous ouvrez les fenêtres vers un avenir qui devrait marcher. L'expérience, à l'âge que j'ai, de réformes multiples de ce genre, touchant telle ou telle structure, ne laisse pas de m'inquiéter réellement sur ce qui va se passer. Tout dépendra des hommes, du ministre, de son cabinet, et des hommes qu'on aura mis à la tête. Il y a eu un bon choix de fait cette fois. Pour cette agence, pas forcément pour les autres. Tout le problème va être là. Et de qui va pouvoir s'entourer le directeur de l'agence? Pour l'instant, je constate que des hommes comme, je n'hésite pas à le dire, comme Eric Abadi, qui vient de l'industrie pharmaceutique, qui était au syndicat de l'industrie pharmaceutique, reste conseiller à l'AFSAP et patron à Londres du comité d'évaluation des médicaments de l'agence européenne. Je ne vois pas ce qui l'habilite à ses fonctions, ni son passé, ni ce qu'il a pu réaliser dans les derniers mois ou dire. Et il n'est pas le seul. C'est pourquoi je pense qu'il faudra des hommes de fer pour arriver à appliquer la loi, si par extraordinaire, la loi parvient jusqu'à la rédaction de décrets. Je terminerai mon tour de table avec vous. Mais alors, Christian Saout. Non, mais une remarque d'abord sur le poids des lobbies. Tous les lobbies sont à l'Assemblée nationale. Allez au Bourbon le matin à l'heure du café, vous verrez que c'est très actif. Et pas que dans le médicament, dans tout le reste aussi. Donc faire un sort... Je vous parlais du café qui est en face. Oui. Je précise pour ceux qui nous écoutent, qu'on n'a pas forcément l'habitude. La délicieuse place du Palais Bourbon. Oui. Mais on fait un sort particulier aux lobbies industriels. D'autres pays ont fait le choix de faire un sort particulier à tous les lobbies, pas seulement l'industrie pharmaceutique. Mais on a organisé la présence des lobbies dans la procédure parlementaire. La France n'a pas fait ce choix-là. On voit les résultats, on voit les conséquences. On le fait un petit peu. Il faudrait que ça se fasse, mais au minimum à visage découvert. Voilà. Et selon un certain nombre de règles. Comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, bien sûr, ou à Bruxelles, où les lobbies sont actifs en disant faire valoir ses intérêts quand on participe à la création de richesses dans un pays n'est pas absolument inentendable. Simplement, il faut que ça se fasse dans des règles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Je rappelle qu'on leur attribue des cartes quand même à l'Assemblée nationale. Ils ont des autorisations. C'est-à-dire que vous avez raison de dire que ça n'est pas
aussi clairs que ça, mais ils existent, ils vivent et voilà, enfin ils sont de fait présents. Moi, je représente un lobby, par exemple, j'ai pas de carte. C'est le lobby des patients, mais j'ai pas de carte. Vous n'êtes peut-être pas assez bien organisé. Je suis pas bien organisé. On va vous aider. Peut-être que je fais pas assez de chèques. Le deuxième point, c'est sur la question de la responsabilité, parce que l'avocat dit l'AFSAP, c'est pas changé, elle se remet pas en cause. Pour l'instant, c'est vrai qu'on fait des procédures contre Jacques Servier. On a quelques procédures contre l'agence elle-même, la responsabilité de l'État, mais pour l'instant, si on dit, comme dit l'avocat de Servier, que Servier est présumé innocent, l'AFSAP c'est présumé innocente et les médecins qui ont prescrit sont présumés innocents. Mais il y a trois, c'est valable pour tout le monde. Il y a trois acteurs dans le jeu et ça, il faut absolument pas l'oublier. Donc voilà, il faut bien travailler à ça. Moi, je veux partager l'optimisme de Dominique Baranaki, mais c'est vrai que je suis aussi relativement inquiet parce que au fond, on ne va pas jusqu'au fond des choses. Il a raison, Philippe Even, de dire qu'on en découvrira encore bien d'autres. Comment expliquer qu'au Comité économique des produits de santé, les délibérations ne soient connues de personne, celles qui fixent les prix? Comment comprendre que la grande modernité qu'on nous expose consiste à dire qu'on va nous donner la liste des conventions passées entre l'État et l'industrie pharmaceutique? Ce qui nous intéresse, c'est le contenu des conventions, ne soyons pas gamins. Voilà. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de représentants des usagers au Comité économique des produits de santé? Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas au collège? Je vais passer pour des emmerdeurs, à mon avis. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas au collège de la Haute Autorité de Santé, alors que le ministre l'avait promis dans le débat parlementaire sur la loi qui réformait la loi Bachelot? Donc voilà. Si on fait de la transparence, il faut faire de la transparence équitable et générale, et pas séquentielle et morcelée. C'est l'ensemble du système qui doit être mis sous les feux de la rampe. Vous voudriez faire, vous, l'expert indépendant? Si vous voulez, moi, j'arrive pas à comprendre. Vous répondez à ma question? Est-ce que vous iriez faire l'expert indépendant? Je l'ai fait et j'ai vu ce qui se passe. Est-ce que vous iriez le refaire? C'est bien pour ça que je vous pose la question. Pas de problème. Ah bon. Je l'ai fait, j'ai vu ce qui se passe, c'est pour ça que je ne crois pas un mot de ce qui vient de se dire. Mais si vous voulez, moi, j'arrive pas à comprendre. Vous discutez avec les magistrats, vous discutez avec les hommes politiques, on vous parle, partout, il y a une inflation réglementaire et une inflation législative. Et là, on est en train de nous expliquer que dans un des domaines qui est le plus pointilleusement réglementé, qui s'appelle l'industrie pharmaceutique, hop, on va rajouter une loi et tout va changer. C'est du n'importe quoi. Et alors, bon... De la poudre aux yeux? C'est de la poudre aux yeux, bien entendu. Et ça vient du fait, comme je le dis depuis un an, que l'affaire Mediator a effectivement été une poudre aux yeux qui n'a pas amené à une réflexion sur les vrais problèmes. On nous dit il faut des lois, etc. Mais les réglementations, elles occupent des dizaines de milliers de pages. Il faudrait peut-être commencer déjà à comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas. Alors, je vais vous en donner deux exemples. Moi, mon point de vue, c'est toujours d'essayer d'éclairer le citoyen sur, de l'amener à prendre des positions de logique sur les affaires expertables. Donc je vais vous donner deux exemples qui montrent qu'au-delà de tous les propos, les gens qui prétendent changer la situation n'ont pas réfléchi. Prenez Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, il nous fait une réforme, qui ignore que l'essentiel de la vie du médicament en France est gouverné par la législation européenne. Alors, Bertrand nous dit Actos, ça. En aucun cas, je ferai revenir ce médicament sur le territoire français. Je tiendrai tête aux Européens. Et quand Catherine Le Morton, députée de Toulouse, lui dit « Ah, mais vous savez, il faudrait quand même dans cette réforme imposer des essais comparatifs contre des produits actifs », il répond « Ah non, ça, la législation européenne nous l'interdit ». Deuxième exemple particulièrement éloquent, on nous dit les conflits d'intérêts, etc. Qui croit sérieusement que virer la lobbyiste de Servier, ça a amélioré l'ambiance à l'Assemblée? Mais moi, je prends cette question du fameux club Hippocrate où Gérard Bapt s'est fait piéger et où c'est pas sorti de l'affaire avec beaucoup d'élégance puisqu'il a simplement essayé de dissimuler la chose. Bien, moi, je trouve ahurissant que quelqu'un qui se présente comme le chevalier blanc de la lutte contre les conflits d'intérêts n'ait jamais réfléchi au problème que posait d'être le président d'un club de parlementaires financé par l'industrie pharmaceutique. C'est ce que vous voulez nous dire, que tout est faux? Rien de plus que ce que on est dans un théâtre d'ombre. Je dis c'est bien de foutre le feu à la maison, mais il faut réfléchir à la lance à incendie. Moi, je dis, et je l'ai écrit dans mon livre, et je ne cesse de le dire. J'ai remarqué, tout doit changer. On nous avait promis que tout doit changer. En un an,
Je suis venu 6 fois ici et je suis pas une bête de scène. Hein. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scandales ne cessent de s'accélérer. Donc rien ne change. Et je dis véritablement que l'affaire Mediator a été... Bon, tout à l'heure, Philippe Even, il a dit prenons les antidépresseurs, faut tout changer, etc. Il faut que les antidépresseurs soient prescrits par des psychiatres au bout du temps. Mais je me permets de vous rappeler, M. Even, que c'est exactement comme ça qu'a commencé l'affaire Mediator, puisque ça s'est inscrit dans la nouvelle réglementation des produits de service. On a décidé que les anorexigènes, on allait les prescrire dans consultation spécialisée. Ben, on a vu le résultat. On ne s'embarque pas là-dedans, excusez-moi. Je diffuse mon dernier reportage et je vous donne la parole. On va revenir maintenant sur les étapes de contrôle dans la vie d'un médicament. Elles sont essentiellement au nombre de 3. Il y a bien sûr la recherche et les essais cliniques qui ont lieu et qui sont sous la responsabilité des laboratoires, qu'ils payent d'ailleurs. Ces derniers, en fait, s'auto-valident et contrôlent eux-mêmes les effets de leurs produits. Vient ensuite l'AFSAPS qui recontrôlait, mais sans études autonomes et avec des experts parfois financés par les laboratoires eux-mêmes, je vous le rappelle. Reste enfin la pharmacovigilance, dont le formulaire prend 10 minutes à remplir chez le médecin. La durée moyenne d'une visite chez le médecin étant elle-même de 17 minutes. Vous aurez compris la contradiction et on va faire un petit point sur tout ça avec Clémence Delabaume et Pierre Dehorne. Sur 10 000 molécules testées, une commercialisée. Seule survivante d'un parcours du combattant de plus de 10 ans, en plusieurs étapes. La première, des années de recherche et d'essais cliniques extrêmement coûteuses pour l'industrie pharmaceutique. Alors pour rentabiliser leur investissement, certains laboratoires falsifient leurs études. À tout niveau de la chaîne, il y a beaucoup de tentations d'influencer la conduite de l'essai ou de la présentation de ses résultats. Alors ça peut être déjà dès le choix du comparateur. Si on choisit un mauvais médicament qui n'est pas performant, on a des chances que le nouveau fasse mieux. Il y a l'investigateur, le professeur Tartampion ou autre, qui a envie de rajouter quelques cas parce que, ma foi, ça va arrondir la facture et sa note qu'il va présenter à la firme pharmaceutique. Il y a la firme pharmaceutique qui peut avoir la tentation de montrer, faire beaucoup mousser les résultats positifs et puis laisser dans l'ombre les résultats négatifs, etc. Masquer la vérité, faire avaler n'importe quoi. Un procédé courant. Pourtant, ces études sont contrôlées et en France, c'est l'AFSAPS qui s'en charge avant de délivrer une autorisation de mise sur le marché, sésame d'une molécule pour être commercialisée. Une commission se réunit 2 fois par mois. 50 experts décortiquent chaque dossier. Une véritable enquête policière selon ces mots, mais jamais de contre-étude, ou presque. Tout prend du temps, ça demande également, c'est un coût pour, en termes de temps bien sûr, mais également, bien sûr pécuniairement, ce sont des études qui coûtent cher, donc bien sûr, mais bon, comme vous le savez, les nouvelles lois, tout ce qui est en débat au niveau parlementaire va permettre d'étendre toutes ces mesures qui vont permettre en effet pour nous d'avoir d'être plus proactifs dans ce sens-là. Et bien sûr, c'est attendu par tout le monde, même si déjà ça n'était pas connu, mais c'était en effet ce que nous faisions en tout cas pour certaines problématiques très particulières. Une pratique rare, pourtant nécessaire. Car parmi les experts qui évaluent les dossiers, des chercheurs aux travaux financés par les laboratoires. Difficile alors d'être jugé partie. La molécule est commercialisée, mais toujours surveillée. C'est la pharmacovigilance. Objectif, éviter une tempête sanitaire, évaluer les effets secondaires du médicament. Le médecin les signale via ce document. Il faut donner l'adresse, le nom et l'adresse de la pharmacie qui a délivré le médicament, et ensuite réellement les effets, c'est-à-dire ce que ça a produit, est-ce que c'est une éruption, est-ce que c'est un choc, est-ce que c'est un édème de Quincke, etc. La gravité, avec des cases aussi à remplir, et l'évolution depuis que ça a été constaté. Ça met combien de temps de remplir une feuille comme ça? Une feuille comme ça, si on le fait bien, il y en a pour 10 minutes. 10 minutes, c'est beaucoup dans le temps d'un médecin? Eh oui. Le temps moyen de consultation en France, c'est de 17 minutes. 10 minutes, ça fait 27 minutes. Vous imaginez? Alors faire l'impasse sur cette déclaration, tentant.
D'autant qu'il est difficile pour le médecin d'identifier le lien de causalité entre un médicament et son effet secondaire. Motif, le manque de formation initiale. En moyenne, dans les études, vous avez 10 ans d'études pour un médecin généraliste, 10 ans d'études. Sur ces 10 ans, il y aura grosso modo une année où sera enseignée la pharmacologie, une seule année, et pas que ça, parce qu'il y aura d'autres matières. Donc on voit que par rapport au panel de choses qu'on a à apprendre, la pharmacologie est plutôt réduite. Mais peut-être plus pour longtemps. La loi médicaments actuellement en discussion au Parlement prévoit plus de formation pour les médecins, façon de renforcer la pharmacovigilance. Allez-y, vous avez c'est un mot sur supplémentaire à ajouter. Sur ce qui vient de se dire, là, la loi prévoit la formation des médecins. Pas du tout. Elle prévoit de taxer l'industrie du médicament pour financer la formation. Mais si on ne change pas le contenu de la formation, on n'aura rien changé. Christian, vous parlez là de la formation continue. Oui, les deux. Mais là aussi, il parle de la formation initiale. Hein. Quand il dit 1 an, oui, 1 an, mais 25 heures dans l'année. C'est-à-dire 25 heures en 7 ans. Voilà. Alors, justement, ma question, elle porte là-dessus. On prend ces médicaments parce que le généraliste qui les prescrit les juge appropriés. Faut-il commencer par se méfier de son médecin? Vous voyez, non. Oui. Non. Si. Non, mais on peut avoir des opinions différentes. Absolument. Maranaki. La réponse est non, parce que quand même, on va sortir un peu de la dramatisation et d'essayer de poser des choses. Les médecins, il y a de tout. Mais en moyenne, la médecine française est au plus haut niveau international. OK ? En moyenne. Donc le médecin, c'est le bon référent pour arbitrer ce qu'on appelle la relation bénéfice-risque par rapport à son problème de santé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est que les usagers ont un peu plus droit à la parole, y compris face à leur médecin. C'est-à-dire, disent non, je ne le veux pas ce médicament, ou expliquez-moi ce que ça donne, etc. On a parlé et que la société, vous savez, les médecins s'adaptent à la société, c'est bien, puisqu'on est dans des métiers de service. Si la société est plus sensible au risque qu'au bénéfice, et elle a raison de l'être, d'accord, le médecin va changer son comportement. Le médecin, il veut offrir du bien. Et jusqu'à présent, il croyait que c'était en prescrivant, pour certains d'entre eux, qu'il offrait du bien. Donc maintenant, nous devons changer, et cette loi et l'histoire Mediator, ça va changer quand même les choses complètement. C'est-à-dire, l'objectif de sécurité, lorsqu'on fait une prescription médicale qui a dû être toujours une obsession, il devient totalement majeur. Majeur pour les personnes. Et puis, les effets secondaires, il n'y a pas de honte à les déclarer. Il n'y a pas de honte. Et on a parlé des déclarations par les médecins, mais ce qui compte aussi, c'est les déclarations par les patients. Qu'est-ce que ça va changer, cette loi? C'est qu'avant, on attendait qu'il y ait une catastrophe pour remettre en question un médicament, mais parfois des petits effets secondaires déclarés dans toute la France par des patients eux-mêmes, ben ça nous donne un signal d'alerte qu'on doit traiter. Et ils vous parviennent ces signaux? Oui. Et ils vous parviendront mieux demain? Pardonnez-moi. Beaucoup mieux. Déjà, là, on a la moitié des effets secondaires qui sont déclarés par les industriels, mais l'autre moitié par des gens indépendants. Et personnellement, dans le cadre de mes responsabilités, je tiens compte de ce qui est indépendant, j'écoute ce que dit l'industriel, mais je tiens compte de ce qui est indépendant, et surtout la loi va nous permettre d'investiguer de façon indépendante. Et donc on va inverser la charge de la preuve, hein, d'accord ? C'est-à-dire que si un doute, il doit bénéficier aux patients, ça s'appelle la sécurité, et les médecins le comprennent très bien, à condition qu'on les informe loyalement et directement, et l'information, excusez-moi, je finis, elle doit être faite par l'autorité sanitaire. D'accord, ben tant pis, des fois on va se tromper. Et pas par les firmes, parce que c'est normal, les firmes sont en conflit d'intérêts. Donc moi je ne vais pas demander à une firme, est-ce que votre médicament il est bien, est-ce qu'il est pas, est-ce que par hasard il serait pas toxique, d'accord? Oui, je vais lui demander, prouvez-moi qu'il est bien, prouvez-moi qu'il n'est pas toxique, mais je vais investiguer de mon propre côté, par de l'expertise interne, d'accord? Parce que notre responsabilité c'est de prendre des décisions dans l'intérêt des patients. Donc le processus qui s'inverse par la loi, il est quand même très fort. Nous ne sommes plus des régulateurs du marché du médicament pour faire du bon commerce. Nous sommes des régulateurs de la sécurité sanitaire. Et ça me rend optimiste, Philippe Even. Oui, Christian Saout, je vous redonne tout de suite la parole. Non, mais je partage cet optimisme avec Dominique Marinqui. C'est vrai on donne des signaux qu'il faut changer, et on se dit qu'on pourrait faire la formation des médecins autrement. Ceci étant, pardonnez-moi, 10 ans de formation et pas savoir prescrire,
déjà, je commence un peu à douter de tout. Ensuite, il n'y a pas que la formation qui va permettre de faire baisser la prescription. Il y a aussi le mécanisme dans lequel on se trouve. C'est une affaire systémique. Pourquoi est-ce qu'on prescrit? Parce que quand vous avez payé 23 € une consultation, les lois sociologiques de l'échange font que vous avez envie de recevoir quelque chose en échange. Alors que si on avait des paiements au forfait, c'est-à-dire sur une année, sur une personne, on n'aurait pas cette tendance naturelle que tous les sociologues savent très bien décrire. Et puis il y a aussi les ressorts psychologiques. Quand on a envie de mettre fin à un entretien, c'est plus facile si vous avez prescrit que si vous n'avez pas prescrit. Et 3/4 d'heure après, vous vous retrouvez avec le client sur les bras, et voilà la raison pour laquelle on prescrit. Donc il n'y a pas que des phénomènes de formation ou de malformation qui amènent à la prescription des médecins, il y a aussi des phénomènes systémiques d'organisation de la consultation médicale qui font que ça joue beaucoup. Philippe Even ? Oui, vous avez raison, Knock l'avait dit déjà en 1923. Et franchement, relisez-le tous les mois parce que c'est un chef-d'œuvre absolu pour les questions qui nous préoccupent. Maintenant, pour ce qui... On impose Jules Romain en première année de médecine. Oui, d'accord. Lecture critique de Lecture critique de Jules Romain. Très bonne idée. Parfait. Je ne partage pas ton optimisme. Et je crains ton optimisme, s'il est sincère complètement. Parce que ces médecins n'ont pas été formés. Ils n'ont pas de formation continue. Ils sont assommés de publications médicales, pour eux, entièrement dépendantes de l'industrie pharmaceutique. Inutile de reciter Impact Médecine Quotidien, etc., etc. Ils ne lisent pas prescrire. Dès lors, ils apprennent le métier sur le tas. Ce n'est pas une mauvaise façon d'apprendre son métier. Mais ça se fait au détriment de la première, deuxième ou troisième année d'exercice. Il faudra beaucoup plus que les espoirs que tu manifestes. Voilà. Il faudra une formation et une formation continue. Mais ça prendra du temps. Juste une intervention, après je dois passer aux questions SMS. Je suis désolé, mais je vous bouscule, l'émission est un peu plus courte ce soir. Pourquoi faut se méfier des médecins? Tout simplement parce qu'ils se sont laissés attraire dans un dérapage formidable du curatif vers le préventif. Or, on a parlé tout à l'heure de la formation insuffisante en pharmacologie, mais le préventif, c'est exclusivement des statistiques et de la pharmacoépidémiologie. Eh bien, elle est où la formation des médecins là-dedans? Elle est nulle. Donc aujourd'hui, on a... j'ai pas les chiffres, mais on a le maximum de la prescription au cabinet qui est fait sur des choses où les médecins n'ont aucune formation, les vaccinations. Ils savent plus reconnaître une rougeole, mais ils vous expliquent toutes les complications graves des rougeoles qu'on n'a jamais vues depuis 50 ans. Bon, et voilà, donc ils se sont laissés attraire, ils ne sont pas tous des malhonnêtes, mais ils se sont laissés attraire dans une pratique qu'ils ne maîtrisent pas et où leur seule source d'information, c'est l'industrie pharmaceutique. On passe aux questions SMS. On tournicote et on essaie de faire des réponses brèves. S'il vous plaît, les Français sont-ils plus fragiles psychiquement que les habitants d'autres pays? Oui. Non. Mais oui. Non, enfin, les chiffres de vente de médicaments le laissent entendre. Non, c'est-à-dire plus on en consomme, plus on a envie d'en consommer, donc on peut s'arrêter. C'est pas une fragilité psychique. Pas vu ça. Je vous rappelle qu'il y a un peu d'accoutumance avec ces drogues-là. Oui. Dans les pays où la consommation de ce type de médicaments est moins élevée, il y a donc moins de maladies d'Alzheimer ou moins de malades d'Alzheimer si je prends à l'envers la démonstration qui a été faite. Significativement, je pense. Non, pas. c'est pareil. C'est pareil? Pareil. Donc là, dans ce cas-là, l'étude est bizarre. Non, mais pour réagir techniquement sur un point précis, cette étude-là, elle attend encore une confirmation. On n'en a pas parlé, mais c'est une étude extrêmement suspecte. Mais pourquoi? D'abord parce qu'elle ne respecte pas les procédures de l'AFSAPS. Il y a un document de l'AFSAPS qui s'appelle Bonne pratique de pharmacovigilance décembre 1994 qui dit que un travail de pharmacovigilance ou de pharmacoépidémiologie doit être publié avant tout dans une revue à comité de lecture. Or là, on nous fait une médiatisation insensée. Mais non, mais lui-même, excusez-moi, l'auteur de l'étude ne souhaitait pas lui-même qu'elle sorte. Donc Bon, elle a fuité. Qui croit ça? Elle a fuité. Qui croit ça? Enfin, ça arrive régulièrement. Et le monde moderne, tout ça fuite. Bon, ma mère qui va avoir 87 ans prend du Temesta depuis 30 ans et a bon pied bon oeil. Alors, intox ou guerre des laboratoires? Qu'elle arrête de prendre du Temesta. Elle va très bien, visiblement, la mère de ce monsieur. Mais c'est va dire encore mieux. Bon, alors très bien. Qu'elle voit avec son médecin. Les généralistes ne nous prescriraient-ils pas trop facilement des somnifères de façon prolongée? D'après vous? La preuve, oui. Les ordonnances, c'est non pas 2 semaines. C'est la règle, 2 semaines, imposée. C'est 4 semaines, c'est 1 mois, pardon, c'est 2 mois, c'est 3 mois, c'est 4 mois. Et puis un autre médecin qui reprend la même prescription. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à, combien elle a dit, votre
30 ans. Oui, 30 ans, là, la question. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? On peut associer les deux dernières questions. C'est-à-dire que, là encore, il y a une question de hiérarchisation des priorités. Oui. C'est-à-dire qu'on co-culpabilise la pauvre mémé qui prend un quart de Lexomil le soir et qui, franchement, risque pas grand-chose. Et le vrai problème de santé publique, c'est la façon dont les sujets agissent sont inondés de choses qui sont infiniment plus toxiques qu'un quart de Lexomil et en quantité astronomique. Finir ta phrase, mais tu peux pas dire que prendre du Lexomil quand on a plus de 80 ans, c'est pas risquer une fracture du col, se foutre par terre une embolie pulmonaire et d'enterrer une semaine après. Je connais bien la pharmacovigilance des oui, mais moi je connais bien les malades. Ne pensez-vous pas que les somnifères sont une solution de facilité pour une société ne prenant pas soin de certains de ses membres? C'est possible, mais nous... En l'occurrence, les personnes âgées. Je vois Christian Saoud qui prend pas la parole fait oui avec la tête, donc je signifie qu'il a raison. Mais l'insomnie, c'est une maladie aussi, ça se traite. Bien évidemment. L'insomnie mérite aussi considération, diagnostic et traitement. Et c'est très bien aussi qu'il y ait des traitements de l'insomnie. Simplement, il faut d'abord faire correctement le diagnostic et traiter avec parcimonie et frugalité. Oui, oui, 1 heure de vélo à domicile, on dormit après. Hein. Les médicaments prescrits par les médecins ne sont-ils pas un moyen de fidéliser leur clientèle? Est-ce qu'on en est encore là? Est-ce que quand même la société française n'a pas changé là-dessus? Oui, vous pensez que oui? Moi, je pense que, franchement, les médecins... La question, je vais vous dire, je vous la traduis brutale, la question c'est, les médecins sont-ils des dealers? Non. Non. Non, les médecins ont beaucoup de clientèle. Enfin, ceux qui soignent quand même les malades exacts. Ils n'ont pas de problème avec ça. Il y a une démonstration inverse. Le médecin, il prend ses 21 €, mais il ne me fait pas des listes comme ça. Il y a une démonstration inverse de ça. C'est que tous les Français ont été obligés de faire ce qu'on appelle le parcours de soins en définissant un médecin traitant. 95-97% des Français ont choisi le médecin auquel ils avaient l'habitude. Donc, de fait, il n'y a pas d'errance majeure de la population d'un médecin à un autre pour se fournir. Donc, le rapport au médecin est un rapport qui est institué pour la personne. Et plus sain qu'on ne le décrit. Évidemment. Oui, pas des dealers. Pourquoi les médecins ne respectent-ils pas ce que recommandent les fabricants pour fidéliser... Alors, pardonnez-moi, j'ai mal placé mon point d'interrogation dans la voix. Pourquoi les médecins ne respectent-ils pas ce que recommandent les fabricants, virgule, est-ce pour fidéliser le client? Vous voyez, en 2 temps. Il ne faut pas suivre ce que recommande le fabricant. Encore qu'on contrôle ce qu'il recommande. Il faut suivre ce que recommandent les agences sanitaires, quelles qu'elles soient. Ça, c'est très précis. Le fabricant, il peut avoir tendance à faire de la publicité, appelons les choses par leur nom, et la publicité, c'est poussée sur les effets bénéfiques et pas sur les effets secondaires. Oui, mais elle est autorisée. Non, pour les médicaments remboursables, elle ne l'est pas. Sauf que tout le système repose là-dessus. Eh ben, il faut s'arrêter. On va être contrôlé. Avec la loi, on va faire un contrôle. On va faire un contrôle de la Pour les publicité. médecins, elle va être contrôlée a priori, avant de sortir. Les laboratoires ne pourront pas envoyer n'importe quoi aux médecins, ce qui était le cas jusqu'à maintenant. Les médecins ne devraient-ils pas avoir une vraie formation continue et indépendante sur les médicaments? Il y a un vrai problème de formation médicale. Ça fait 30 ans que j'entends la question. Oui. C'est pas obligatoire. Ça change pas? Non, mais 30 ans que ça bouge pas. C'est pas obligatoire. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, un truc qui n'est pas obligatoire? C'est aussi quand même de la conscience. Non, mais les gars, ils ouvrent leur Vigal, ils réfléchissent. Moi, je les vois de temps à autre. Ils vont se coller sur Internet, ils discutent entre eux, ils croisent des confrères et des consoeurs, ils voient bien leurs médicaments, leurs patients. Je ne même pas le Vidal pour une référence, non? Bon. Attendez, se renseigne. Alors, comment être sûr que les médicaments sont seuls en cause? Le lien anxiété-dépression et maladie d'Alzheimer est-il exclu? Non. Les causes de la maladie d'Alzheimer, pour autant qu'on arrive à correctement les définir, sont multifactorielles. Ce que montre l'étude de Bego, c'est que l'exposition à ces neuroleptiques et à ces psychotropes participe au risque. Et donc, quand on a une suspicion, c'est pas la peine d'abuser des psychotropes puisqu'on en utilise beaucoup. Et ça peut contribuer, mais ce n'est pas une cause. Et ce sera la on dernière. ne donne pas des hypnotiques à des endormis. Bon ben voilà, je préfère qu'on termine sur un sourire. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'on vous a pas endormi, en tout cas qu'on n'avait pas d'effet psychotrope. Rediffusion, si ça vous a plu, à 22h35 sur le câble satellite, la DSL et la télévision numérique terrestre. Passez une très bonne soirée, bonsoir et à demain.